Donc bonjour, merci de l'invitation. Donc effectivement, je suis monté de Linguisticae, Linguisticae étant le nom de la chaîne, et je sais effectivement qu'il donne beaucoup de difficultés, notamment dyslexiques, et j'en suis vraiment désolé. Vraiment, c'était pas du tout le projet à la base de le rendre difficile à prononcer. Mais le nom est assez clair, donc c'est une chaîne de vulgarisation de linguistique. Une chaîne effectivement que j'ai lancée tout début 2015, puisque effectivement, contrairement à la plupart des gens, je pense à toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. À l'époque, j'étais en études, mais moi, je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai arrêté pour lancer une chaîne YouTube, ce que je déconseillerais absolument de faire aujourd'hui. Mais il se trouve que pour moi, ça a plutôt bien marché. Donc moi, j'ai lancé effectivement la chaîne tout début 2015 pour essayer quand même de recontextualiser. Il faut savoir que en France, enfin plutôt dans le paysage francophone, sur Internet, au cours de l'année 2014, il y a vraiment une vague de vulgarisation qui commence à apparaître. Des chaînes d'histoire, des chaînes de biologie, des chaînes de médecine, etc. Et ça a un certain engouement, et d'ailleurs beaucoup de grosses chaînes de divertissement de l'époque s'en font relais. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'inscrit. Alors moi j'arrive un peu tard dans cette vague-là, j'arrive un peu sur la fin, c'est une vague assez succincte, mais qui a permis de construire vraiment tout un univers effectivement qui maintenant a une dizaine d'années de création en rapport avec la vulgarisation d'un domaine scientifique ou pas nécessairement, ça peut être aussi de domaines culturels, de découverte aussi de choses un peu plus artistiques, on va dire. Et il se trouve que moi j'ai pris effectivement le virage de partir sur ce qui me passionnait depuis toujours, ce qui était mon domaine d'études à l'époque. Donc moi à cette époque-là j'étais du coup à Vienne en Autriche, j'étudiais la linguistique historique indo-européenne. Et moi, j'étais passionné de langue, d'histoire des langues, et c'est donc là-dessus, ce sur quoi je suis parti, à savoir quand même que c'est une donnée importante. Il y a des études aujourd'hui qui ont été faites sur à quoi ressemble le paysage de la vulgarisation sur Internet en France, dans le milieu francophone, plus précisément. Et il faut savoir que des chaînes spécialisées en sciences humaines, on est plutôt minoritaire. La plupart des chaînes sont transdisciplinaires, et quand on dit transdisciplinaire, c'est souvent ce qui est considéré comme étant une science dure, accompagné en pointillé de sciences humaines. Des chaînes dédiées vraiment aux sciences humaines sont plutôt rares, et la quasi-totalité parle d'histoire, en fait, quand on regarde vraiment dans le détail. Et il se trouve moi d'ailleurs aussi que j'ai travaillé sur des chaînes d'histoire, de vulgarisation, notamment sur la chaîne Nota Bene, si vous connaissez. Donc moi à la base, j'en menais pas large, puisque comme 4/5 des gens qui ont lancé une chaîne de vulgarisation, je n'avais aucune expérience de l'audiovisuel. Et au bout d'un moment, on écrit des vidéos, c'est bien, mais il faut aussi les présenter, il faut aussi les monter, il faut aussi les publier. Et ça, c'est un milieu que j'ai absolument découvert, puisque on peut faire les choses les plus intéressantes du monde. Si c'est moche, si c'est mal rythmé, personne ne regarde. C'est un enjeu, sans vouloir cibler qui que ce soit, mais que les musées comprennent bien, par exemple, parce que maintenant, ils viennent nous chercher pour qu'on fasse leurs vidéos, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à les rendre intéressantes. Et je dois dire qu'au départ, j'étais un peu comme toi. Alors moi, j'étais déjà très politisé, mais un peu comme toi, au départ, je voulais plutôt partir sur quelque chose de plus... soit du fun fact, j'ai beaucoup commencé par ça, parler d'expression, voilà, pour me faire un peu la main, et pour parler un peu de sciences du langage en général, en restant sur des choses qui pouvaient des fois toucher à la sociolinguistique, sans pour autant essayer de trop aller sur le terrain politique. Même si moi, par ailleurs, j'étais déjà très politisé, parce que... il y avait un enjeu de crédibilité derrière. Parce que moi, j'étais un acteur totalement illégitime. C'est-à-dire, je sortais de nulle part, en plus, je n'ai pas mon diplôme, je ne l'ai même pas fini, je n'ai pas rendu mon mémoire de master, voilà, je le rappelle. Je ne l'ai même pas écrit, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Il aurait été très intéressant, j'en suis sûr. Et donc, toute ma légitimité s'est construite sur moi qui écris des vidéos dans ma chambre, pour reprendre le cliché, ou dans mon salon, plus précisément. Et donc il y avait quelque chose de difficile à jouer, mais en réalité, en fait, très rapidement, j'ai été forcé d'aller sur ce terrain-là, parce que si moi je n'y allais pas sur ce terrain-là, les polémiques venaient à moi. C'est-à-dire que très rapidement, en fait, sur fin 2015, début 2016, on s'est souvenu, voilà, en France, on s'est souvenu qu'il y avait une réforme de l'orthographe en 1990. Et c'est devenu absolument délirant dans le paysage médiatique et politique. Et à ce moment-là, moi, la chaîne YouTube commençait, comme elle s'inscrivait quand même dans un contexte de vulgarisation globale. Il faut savoir que le public de la vulgarisation en linguistique, à la base, il n'est pas distinct du public des autres chaînes de vulgarisation. C'est-à-dire, il y a un public vulgarisation en tant que tel. C'est-à-dire, les gens vont regarder des vidéos de biologie, des vidéos d'histoire, et ensuite vont venir, parce que je fais de la vulgarisation et que je suis à Paris en même temps que les autres, que je fais partie d'une association où il y a les autres, vont venir voir la linguistique. À la base, ils ne le connaissent pas. Ça ne les intéresse même pas, en fait, à la base. Et ils se retrouvent à être intéressés de fait parce que ça fait partie de ce milieu-là. Et donc j'ai un peu d'abonnés,
pas énormément, je devais peut-être en avoir 30 000 à l'époque, et puis là, il y a réforme de l'orthographe, on en reparle, machin, 90, etc. Et je m'en souviens très bien, à ce moment-là, j'ai décidé de juste, contrairement à tout ce que j'avais fait jusque-là, de juste noter des idées sur un papier, de sortir ma caméra et extrêmement mal éclairé, en colère, j'ai fait une vidéo pour en parler et pour débunker la plupart des arguments que je voyais, de manière ouais, très énervée, je pense. Donc on m'a beaucoup d'ailleurs attaqué là-dessus, sur le fait que parce que comme j'étais énervé, je n'avais pas un discours légitime, parce qu'effectivement, quand on est quelqu'un qui normalement fait de la recherche, est intelligent, etc., on est toujours très calme et impassible, et chiant même aussi un peu parfois, c'est important. Et là, non, c'était extrêmement stimulant, etc., donc c'est pas possible, ça peut pas... Et il se trouve qu'en fait, ça m'a fait prendre 15 000 abonnés en une semaine. Les gens avaient besoin de sang, quelque part, vraiment. Ils avaient besoin aussi de quelque chose de cathartique. Et à ce moment-là, bon, ça m'a aussi décomplexé. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans la ligne éditoriale de la chaîne, une bonne partie de ce qui fonctionne très bien, c'est soit le débunkage, vraiment à proprement parler, qui, honnêtement, est quand même très limité en termes d'impact, vraiment à proprement parler. Ça, les gens vraiment prêche des convaincus, hein, souvent quand on fait ça, quand même plutôt. Mais c'est toujours intéressant de le faire, ça fait partie de l'armada des choses qu'on peut mettre en place. Donc je fais beaucoup de débunkage et aussi juste de réaction des fois à l'actualité quand ça parle de faits de langue. Plus ou moins à distance d'ailleurs de cette actualité. Par exemple, là je vais parler de l'Académie française, du dictionnaire. La vidéo risque de sortir d'ici 2 semaines, alors que ça me fait maintenant 4 mois que le dictionnaire est sorti, pour vraiment prendre le temps, en l'occurrence, de vraiment d'écrire quelque chose, de construire quelque chose pour faire une vidéo pérenne qui puisse faire un peu référence et autorité, avec des références, avec ton passage notamment, hein, qui est dedans, bien sûr. Donc ça fait partie des choses qui fonctionnent effectivement très très bien. Mais aussi parce que ce sont des choses où, pour le coup, on n'est absolument pas neutre, et cette neutralité, elle a longtemps été quand même, dans la vulgarisation, été choisie comme terrain privilégié. D'ailleurs, 2 choses. Beaucoup de vulgarisateurs sont partis sur on essaie d'être le plus neutre possible, sachant qu'en face, quand il y a des fous qui vous attaquent avec des faits qui ne sont absolument pas des faits et qui vous insultent, au bout d'un moment, il faut bien réagir. Enfin, donc tu te retrouves à être positionné malgré toi. C'est-à-dire si tu ne choisis pas d'être positionné, on te positionne. Donc autant se positionner soi-même. Et il y a évidemment, et c'est une autre donnée sur laquelle je ne vais pas forcément beaucoup revenir, mais beaucoup avaient décidé aussi de partir sur la langue anglaise pour vulgariser en disant je vais toucher un public beaucoup plus large. Et en fait, en étant déconnecté des sphères culturelles dans lesquelles ils évoluent, ça ne fonctionnait pas très bien. Et d'ailleurs, beaucoup de créateurs de contenu sur Internet très connus aujourd'hui en France ont commencé en anglais avant de changer et de repasser au français, parce qu'en fait, si jamais ils n'exploitent pas dans leur construction de la vidéo des références culturelles du public auquel ils s'adressent, ça ne fonctionne pas du tout aussi bien. En fait, il y a vraiment besoin de faire, comme tu disais, en utilisant par exemple l'humour, mais en essayant aussi d'être tout simplement en lien avec sa propre génération pour faciliter une identification, c'est quand même extrêmement important. Sur la question des thématiques, parce qu'on parlait un peu de ce que j'aborde ou pas, moi j'ai quand même cette facilité de choisir ce que je décide d'aborder. Souvent on me dit j'aimerais bien que tu sois mon professeur, mais moi je ne veux absolument pas être professeur, oh mon Dieu. Ça veut dire que j'ai aussi un programme à appliquer, et il y a des trucs qui nous font chier, hein, franchement, tous dans nos domaines de spécialité, et moi je peux choisir de ne pas en parler. J'ai cette liberté d'être mon propre média, de devoir, j'ai le compte à rendre quasiment à personne, si ce n'est à moi-même, donc je m'en veux souvent à moi-même, hein, pour beaucoup de choses que je peux dire ou pour beaucoup de choses que je peux faire, parce que des fois je pense que j'aurais pu mieux les faire. Mais il se trouve que du coup je peux traiter de tous les sujets dont j'ai envie. Effectivement, je parle effectivement aujourd'hui surtout de sociolinguistique ou de linguistique historique. Linguistique historique, c'est vraiment je force, parce que moi c'est ce que je préfère. Le public c'est pas ce qu'il préfère, clairement. Donc j'essaye de diluer ça un peu dans le reste. Mais effectivement, c'est toujours important d'avoir un peu cette recontextualisation historique pour essayer un peu de décloisonner et de sortir un peu de cette idée du français immuable quand on parle du français, mais aussi des autres langues, hein, ou simplement des frontières linguistiques qui seraient elles-mêmes immuables dans le temps. On essaye, ça se fait beaucoup moins aujourd'hui, mais d'avoir aussi des approches transdisciplinaires. C'est quand même assez important d'essayer de communiquer avec d'autres domaines. On l'a beaucoup fait au début de YouTube, on le fait beaucoup moins parce qu'on a moins le temps aujourd'hui de le faire. Il y a des sujets que je refuse de traiter. Par exemple, je ne parle pas de sémantique parce que ça me fait chier, moi, personnellement. Voilà. Désolé. Hein. Ou de stylistique, voilà, c'est pas les trucs qui m'intéressent, donc j'en parle pas. Mais il se trouve que je fais une chose maintenant, c'est assez récent, mais je fais maintenant intervenir des gens qui sont spécialisés de sujets dont je n'aurais jamais parlé spontanément pour pouvoir en parler sur ma chaîne. Donc on co-présente des vidéos sur ma propre chaîne. C'est toujours un peu engageant parce qu'on sait...
en termes d'image, on ne sait jamais qui on met face à la caméra, et le truc c'est que c'est moi qu'on va venir chercher et qu'on va venir emmerder si les choses se passent mal, parce que je suis mon propre média aussi. Mais par exemple, là, on a toute une série sur l'arabe qui a été écrite par quelqu'un qui bosse sur l'arabe, par exemple, et sur la question de l'acquisition du langage ou de la politique linguistique. Je l'avais fait ça avec une personne aussi qui est spécialisée là-dedans, parce que voilà, moi j'aime pas trop. Mais bon, il y a des gens il y a une grosse demande de la part de mon public, et puis au bout de 10 ans, on est quand même un peu... voilà, on est un peu quand même en vase clos. Au bout d'un moment, on a fait un peu le tour, donc c'est aussi intéressant d'ouvrir. Et d'ouvrir même en dehors de la linguistique pure, et vraiment parler par exemple de sociologie plus directement, en retirant même des fois carrément l'aspect linguistique qui malgré tout est toujours un peu là. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu parlais toi aussi d'ailleurs de passeur, de savoir. Alors toi, tu as peut-être moins ce problème-là, mais il se trouve qu'il y a un des écueils de la vulgarisation, je pense, et un des problèmes de la vulgarisation, quelque chose qui est difficile à éviter. C'est que moi, je crois sincèrement, moi, la plupart de mon public, ce sont des profanes, en l'occurrence. Il se trouve que c'est d'ailleurs une des grosses difficultés, j'en parlais juste avant, c'est la plupart des collectifs de vulgarisation tenus par des spécialistes ont vraiment beaucoup de mal à s'adresser à des non-spécialistes. Il y a des études qui ont été réalisées là-dessus, et avec le temps, ça se corrige. Mais je sais que j'avais lu un truc sur Pint of Science, que la première année, c'était 95% des gens, c'était des universitaires qui suivaient ça. Sauf que c'est pas le public cible. Et donc avec le temps, c'est super dur de faire évoluer. Moi pour le coup, j'avais plutôt le problème contraire. Moi, j'avais pas du tout de spécialiste qui me suivait à la base, maintenant de plus en plus, et en plus maintenant ils m'invitent, donc c'est absolument incroyable. Il se trouve que du coup, il y a deux choses déjà. Donc la plupart des institutionnels, effectivement, avaient du mal à faire le lien avec le public qu'ils visaient. C'est pour ça qu'on nous appelle, nous, maintenant, beaucoup pour le faire. J'ai travaillé avec Landra pour le faire sur la question de la mémoire. Beaucoup de vidéastes ont travaillé avec des musées, etc. De l'autre sens, essayer de rendre accessibles les travaux des spécialistes au public profane. Et ça, c'est absolument difficile. Et il se trouve que, même si j'essaye de citer, montrer des textes, parler de gens qui écrivent ou qui bossent sur certains sujets, parce que je ne pars jamais de rien, évidemment, je deviens moi-même une figure d'autorité. Je deviens parole d'évangile. Alors que je ne veux absolument pas avoir ce rôle. Et d'ailleurs, je combats même ce rôle, et je critique ce rôle. Et donc ça, c'est absolument difficile, et c'est un problème d'hyper-incarnation, que tu connais peut-être aussi, et qui est en fait en lien avec le parasocial, puisqu'en fait, quand on fait de la vulgarisation, c'est pas tant le discours qui intéresse certaines personnes que la personne qui l'incarne, et c'est co-construit, en fait, ça va ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé à faire de la vulgarisation, je voulais sincèrement transmettre la passion d'un sujet qui était le mien. Aujourd'hui, je me retrouve avec une figure publique, une personnalité publique, avec tout un tas d'autres enjeux, d'autres écueils, et on me demande effectivement mon avis énormément sur énormément de choses qui n'ont rien à voir avec ce que sont mes spécialités à la base, et même ce qui n'a rien à voir avec le linguistique, même d'ailleurs. Ce qui est effectivement toujours un peu compliqué, et je vois dans mon milieu, puisque moi je travaille aussi beaucoup sur la question de comment mon propre milieu évolue vis-à-vis de sa pratique, beaucoup tombent dans le piège. Et après on passe pour des blaireaux quand même un peu, moi ça me... Bon, on est souvent tous disqualifiés en tant que milieu pour la parole de quelques-uns, c'est toujours un peu compliqué, puisque on a encore une légitimité qui est un peu difficile à avoir, c'est-à-dire que même si maintenant beaucoup d'universitaires nous invitent, les vulgarisateurs, on n'est pas nécessairement des acteurs perçus comme des acteurs légitimes pour le coup pour le reste de la sphère médiatique, paradoxalement. Et d'ailleurs, c'est notamment pour ça que je pense que le débunkage, ça fonctionnait plutôt bien, et qu'en même temps, c'était difficile de passer à côté du degré de politisation, c'est-à-dire que moi, quand je vais attaquer Le Figaro, et merci à eux qu'ils continuent vraiment leur travail, parce qu'ils me nourrissent vraiment, ça me permet de faire un certain nombre de vues par mois, merci à eux vraiment, d'écrire des dingueries tout le temps, merci à eux. Quand moi j'attaque Le Figaro sur des dingueries, ils donnent je sais pas, ils vont avoir une interview de machin qui va dire qu'il n'y a que 500 mots de lexique chez les jeunes, et puis que, je sais pas, le fait qu'ils disent wesh, ça les rend absolument débiles, etc. C'est du travail facile pour moi, on va dire, hein, voilà. Mais en fait, comme c'est un média installé et légitime, ma parole est considérée comme plus politique quand moi je viens rectifier ce que je pense est une vérité, que lorsque eux émettent des contre-vérités qui sont absolument démentielles. Et donc maintenant, moi aussi je suis un wokiste. Voilà. Écoute, c'est comme ça. Ce qui est intéressant, je vais peut-être parler
du public de la vulgarisation en tant que tel, puisque ce qui est magnifique en fait quand on fait des vidéos sur Internet, c'est qu'on a des données, enfin magnifiques, on a des données extrêmement précises sur qui nous regarde, qui ne nous regarde pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi par exemple, c'est 23% des 18-24 ans qui me regardent, enfin dans mon public c'est 23% c'est 18-24 ans, 42% c'est 25-34, 8% 35-44 et le reste est distribué un peu autour. Donc en fait, entre 18 et 44 ans, j'ai plus de trois quarts de mon public est dans cette tranche d'âge. Une tranche d'âge qui vieillit avec le temps, parce qu'en fait, l'un des enjeux de la vulgarisation aujourd'hui, c'est de rajeunir son public. Ça fait 10 ans, et en fait, en 10 ans, mon public, il a vieilli aussi, parce que j'ai vieilli, et en fait, les gens qui me suivent, en fait, ont plutôt en moyenne, du coup, tendanciellement mon âge, en moyenne, on va dire. Du coup, j'ai 33 ans, je me retrouve vraiment dans le milieu du segment. Et on a... comment dire, ça a des avantages, c'est-à-dire que si la vulgarisation sur Internet c'était assez mal vu quand ça s'est lancé, aujourd'hui les gens qui me contactent, qui bossent dans des maisons d'édition, qui bossent là-dedans, qui m'invitent pour tel événement, sont en fait des gens qui aujourd'hui ont des positions à l'université, dans des maisons d'édition, ou juste même des fois dans des milieux médiatiques très institutionnalisés, ou en tout cas très légitimes au regard de la société, et qui en fait ont grandi avec mes vidéos. Donc effectivement, ça a cet avantage-là, quand même, malgré tout. Donc en fait, on voit que sur la question de la jeunesse, en fait, du coup, il y a vraiment un clivage générationnel sur comment on est perçu. Le côté un peu, par contre, qui pêche un peu encore, clairement, sur, en tout cas, mon travail à moi et sur le travail de partie de vulgarisation, c'est qu'on a un public essentiellement masculin. Moi, c'est 80% d'hommes qui me regardent sur YouTube. 80% sont des hommes. Sur Instagram, c'est moins, c'est 60%. Parce qu'Instagram est une plateforme plus utilisée par les femmes, là où YouTube, c'est beaucoup plus par les hommes. Et il y a quelque chose je ne sais pas si on pourrait vraiment parler d'enjeu, mais il y a aussi quelque chose qui joue en termes de profil de vulgarisateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% des vulgarisateurs sont des hommes sur Internet, alors que, s'il y a une étude de Tania Louis qui a été faite là-dessus, alors que les femmes dans la médiation culturelle sur le terrain sont majoritaires. C'est-à-dire que dans le paysage médiatique, les hommes sont majoritaires et les trucs chiants sur le terrain, c'est plus les femmes. C'est hélas l'image de la société aussi. Et donc c'est un peu... l'un des enjeux, c'est celui-là donc, du coup du rajeunissement du public. Aujourd'hui, il faut savoir que des formats de vulgarisation moyens, moi ça va être entre 20 et 40 minutes, qui en fait correspondent quand même assez à des formats qu'on va trouver en télé, et aussi parce que nous on fait partie d'une génération où la télé nous a beaucoup influencés, et en fait, si la vulgarisation a tellement bien fonctionné aussi sur Internet à ce moment-là, c'est parce qu'en fait elle avait déserté la télé. On n'en trouvait plus de vulgarisation à la télé. Donc forcément, les gens venaient la chercher sur Internet et ça fonctionnait plutôt bien. Et même d'ailleurs, des anciens de la télé qui faisaient de la vulgarisation, je pense par exemple à Jamie et Fred de C'est pas sorcier. Jamie est retourné à la télé, mais ils sont passés par Internet, après la fin de C'est pas sorcier par exemple. Et ça a marché tout de suite, très clairement. Il se trouve que ce segment des vidéos de 20 à 40 minutes aujourd'hui, c'est un segment un peu boudé. Les gens aujourd'hui consomment tendanciellement et de plus en plus des formats ultra courts, des formats verticaux, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube en short, et d'ailleurs les plateformes poussent dans ce sens-là. Donc on a vraiment un problème, en fait l'un de nos enjeux dans la profession c'est cette course à l'attention quand même malgré tout, sur des formats extrêmement courts, ou alors ils regardent des formats extrêmement longs, mais longs, démentiellement longs, c'est-à-dire regarder des lives de 4 heures, parce que ce qui les intéresse, c'est pas tant le discours, c'est le côté parasocial, c'est le côté réconfortant d'avoir l'impression d'avoir un ami de l'autre côté de l'écran. Alors moi, il se trouve que je produis tous ces types de formats. Moi, je fais du format vertical, je fais du format YouTube classique et je stream. Donc j'ai aussi un public VOD. Mais donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal et d'un peu précarisant en fait, dans cette position de la vulgarisation classique telle qu'on la faisait jusque-là. La vulgarisation écrite, avec vraiment un travail de montage, un travail de mise en scène, un travail de l'éditorial aussi, un travail de direction artistique. Les gens préfèrent consommer soit effectivement du très court, très vertical, et là en fait on est sur le fun fact, en fait on peut rien enseigner, très honnêtement. C'est déjà difficile de le faire dans des vidéos de 20 à 40 minutes, de faire inculquer ne serait-ce qu'une ou deux notions, ou juste un espèce de sentiment, ou juste une once d'esprit critique, le faire en 1 minute, c'est franchement impossible. Et en 4 heures, on va pas se mentir, les gens qui font ça, c'est parce qu'ils regardent des vidéos en travaillant ou pour s'endormir. Donc c'est aussi une difficulté, parce que j'ai aussi les heures à laquelle les gens regardent les vidéos, et j'ai aussi cette statistique. Et aujourd'hui, mon public regarde des vidéos le midi, essentiellement sur téléphone, pendant la pause midi, ou alors dans le métro.
et éventuellement un peu le soir, mais par exemple jamais le week-end. Dans le week-end, maintenant j'ai un public de jeunes actifs, soit ils ont des enfants, soit ils sortent, soit ils font des trucs. Donc en fait, il y a aussi le contexte de consommation et les modes de consommation de vidéos ont énormément évolué. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié de la consommation d'une vidéo YouTube, enfin la moitié de la consommation se fait sur téléphone mobile. Ce qui est un crève-cœur, parce que je me fais chier à faire des belles images, des beaux machins, et là c'est sur des téléphones tout pourris avec un son dégueulasse. Et bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que je pouvais rajouter d'autre sur l'attention, voilà. Ah oui, un des autres enjeux, et c'est un enjeu dont on parle énormément aujourd'hui, c'est qu'en fait l'essentiel de la vulgarisation sur Internet se fait sur les plateformes américaines. À une époque, là, on est dans une époque depuis quelques mois où en fait il y a une très grosse incertitude sur l'avenir de ces plateformes mêmes en Europe. Moi, effectivement, la totalité de mes activités sont sur YouTube, qui appartient à Google, sur Twitch, qui appartient à Amazon, et sur Instagram, qui appartient à Meta, qui sont trois grands groupes qui, en tout cas dans la politique américaine aujourd'hui, et leur position vis-à-vis de l'Europe peut questionner. Et donc, on a une véritable incertitude sur où est-ce que la vulgarisation va finir le jour où, si ces plateformes ferment, ce qui est absolument possible. Par exemple, il y a une partie de la vulgarisation qui avait commencé à investir TikTok aux États-Unis, et TikTok avait été, alors je crois que ça avait été banni, puis après ça a été levé, mais du coup c'est du jour au lendemain toute une quantité d'activités économiques qui s'arrêtent aussi, puisque moi je suis du coup une société commerciale aujourd'hui, je suis une société de production, j'ai besoin de quelque part vendre mes produits aussi, qu'ils soient consommés, qu'il y ait de la publicité. Si je ne peux plus le faire à un endroit, ça n'a plus aucune pertinence. Je ne peux juste plus vivre, en fait, je ne peux juste plus me rémunérer. Donc c'est quand même un enjeu aujourd'hui de la vulgarisation en ligne, c'est sur quelle plateforme et surtout dans quelle pérennité, parce que on l'a vu avec Twitter, une plateforme elle n'est pas immuable. Et en fait, du jour au lendemain, là dans le cadre du rachat par Elon Musk de Twitter, on a vu d'énormes migrations sur Blue Sky par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vulgariser sur Twitter, et beaucoup le faisaient par exemple. Il faut savoir qu'il y avait une saine vulgarisation sur Twitter, d'ailleurs de linguistique, avec quelques comptes de linguistique sur Twitter. Aujourd'hui, ça a été très massivement déserté, en tout cas par une partie du public. Donc on sait aussi que, et reconstruire, ça prend vraiment beaucoup de temps, et on repart jamais, même si jamais on migre en masse. Par exemple, moi, quand je suis passé de Twitter à Blue Sky, même si une bonne partie du public a suivi, j'ai perdu la moitié de mes followers, par exemple, ce qui est quand même énorme. Je suis passé de 80 000 à peut-être même avant que ça, à 30 000. Donc on perd effectivement une grosse partie du public, et c'est super dur d'y avoir accès de nouveau et de reconstruire quelque chose qui est aussi extrêmement frustrant de ce côté-là. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour, en vrai. Ouais, en 26 minutes, pas trop mal. Et voilà, après je crois que c'est l'instant question, donc n'hésitez pas à rebondir. Tu m'éteins ? Ah, le micro.